Imaginez un peu la scène. La terre sous vos pieds vient de trembler avec une violence inouïe. Mhm. Les sirènes hurlent le long de la côte. Pour annoncer un tsunami imminent, on vous ordonne de fuir vers les hauteurs. Et pendant que vous courez, votre téléphone vibre avec une alerte officielle, et là on vous dit que ce que vous venez de vivre, enfin, que c'était peut-être qu'un avant-goût. Ouais, un séisme précurseur. Exactement. Un méga séisme encore plus destructeur est potentiellement en route. Et au même instant, sur ce même téléphone, votre flux d'actualité affiche quoi? Des marchés financiers en pleine hésitation, des navires pétroliers qui lancent des appels de détresse au Moyen-Orient sur fond de crise géopolitique majeure. La totale, quoi. C'est ça. Et pour couronner le tout, des alertes météorologiques super violentes couplées à des fusillades locales. On a l'impression que c'est le scénario d'un mauvais film catastrophe, mais c'est pas le cas. Non, c'est la réalité. C'est littéralement la photographie du monde que nous livre la dernière série de bulletins du Florida Update. Et c'est exactement ce qu'on va disséquer aujourd'hui. Et c'est une photographie qui donne vraiment le vertige. Parce que dans notre analyse d'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas simplement de lire un catalogue de catastrophes de façon isolée. Ouais, sinon on serait juste déprimé. Voilà. Face à cette espèce de surcharge informationnelle absolue que subit notre public tous les jours, ben le cerveau humain a naturellement tendance à cloisonner. C'est-à-dire, tout est connecté. Absolument. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'aller gratter sous la surface de ces gros titres pour comprendre la mécanique interne. Comment, par exemple, une secousse tectonique en Asie et un cargo saisi au Moyen-Orient s'emboîtent pour créer une architecture d'incertitude globale qui est honnêtement totalement inédite. C'est fascinant, mais juste avant d'entrer dans la salle des machines de ces événements, je dois faire une petite mise au point essentielle pour notre public. Bien sûr. Les documents qu'on examine aujourd'hui abordent des dossiers géopolitiques qui sont extrêmement inflammables. En particulier, l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Hmm. Donc, notre démarche ici, elle est strictement analytique et neutre. On n'a aucun parti pris, aucune ligne éditoriale politique. On prend les faits bruts, ceux documentés par nos sources, et on en démonte les rouages de manière impartiale pour comprendre ce qui se passe. Un point, c'est tout. Et c'est crucial. La clarté exige cette neutralité, vous savez. Surtout quand la matière première est aussi dense. Bon, alors, si on commençait par l'impact le plus immédiat, le choc physique pur. Les rapports nous disent qu'un séisme massif, estimé entre 7,4 et 7,5 de magnitude, a frappé au large de la côte nord du Japon. Ce qui est énorme. Ouais, c'est énorme. Et la réaction a été immédiate. Alerte au tsunami, ordre d'évacuation d'urgence des zones côtières vers les hauteurs. Mais ce qui retient l'attention dans ces rapports, c'est pas seulement la magnitude. Non, parce que le Japon, bon, ils savent gérer les séismes. Exactement, ils sont préparés pour ça, hein. Ce qui est fou, c'est cette mise en garde officielle émise juste dans la foulée concernant le risque d'un potentiel méga séisme. On parle vraiment de raviver le spectre d'une catastrophe passée qui a profondément traumatisé le pays. Hmm, c'est ça. Du coup, ma question, c'est comment un système de gestion de crise fait-il face à une urgence absolue en cours, avec un tsunami qui arrive, tout en devant anticiper une menace fantôme qui pourrait être potentiellement 100 fois pire? Bah, c'est le cauchemar logistique ultime, honnêtement. La doctrine classique de gestion de crise, elle fonctionne de manière séquentielle. C'est-à-dire une chose après l'autre? Voilà. Un événement se produit, on évalue, on déploie les secours et on répare. Mais la notion de mégacisme vient complètement briser cette linéarité. Scientifiquement parlant, quand un choc de 7,5 frappe une zone de subduction aussi complexe que celle-là, Ouais. les sismologues se retrouvent face à une probabilité terrifiante. Et si ce 7,5 n'était qu'un simple séisme précurseur, et pas le vrai gros choc? Ah oui, je vois. Donc, ce que les autorités demandent aux équipes d'urgence sur place, c'est de gérer une évacuation massive pour un tsunami réel, qui est là, physiquement présent, Avec les vagues qui approchent, quoi. exactement, tout en conservant des ressources critiques intactes pour un événement cataclysmique totalement hypothétique. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour les mecs sur le terrain? Parce que, je veux dire, si je vois une vague arriver, je mets tous mes hélicoptères en l'air, non? J'envoie toutes mes ambulances. Je veux pas garder la moitié de ma flotte au garage au cas où ça tremblerait plus fort demain. C'est la réaction humaine logique, oui. Et c'est là que le poids de l'histoire intervient, en fait. Les sources mentionnent ce spectre de la catastrophe passée. Quand une nation entière porte la cicatrice d'un événement qui a redéfini son infrastructure et sa psyché. C'est sûr que ça change la donne. Complètement.
Le principe de précaution devient une question de survie nationale. La mécanique de la prise de décision est altérée. Les autorités doivent faire des choix déchirants de triage à une échelle macroscopique. Genre sacrifier certaines zones? Imaginez devoir dire à une municipalité côtière qui est déjà inondée que l'armée n'enverra qu'une petite fraction de ses effectifs de sauvetage. Waouh! Pourquoi? Parce que le gros des troupes doit rester en réserve stratégique autour de la capitale ou des grands centres industriels, juste en prévision du fameux méga-séisme. C'est une vraie paralysie, en fait. C'est exactement le mot. C'est une paralysie cognitive imposée par l'imprévisibilité de la nature. Une paralysie qui se propage. En plus, parce que pendant que la Terre tremble physiquement là-bas, les ondes de choc voyagent de manière invisible, mais de manière très mesurable, vers notre deuxième point, l'économie mondiale. La fameuse transition économique. Voilà. Le rapport Florida Update note que les marchés financiers réagissent avec une très grande prudence. On nous dit que les contrats à terme sur les actions, ce qu'on appelle les stocks futures, Ouais? sont décrits comme, je cite, mitigés. Les investisseurs pèsent les risques. Mais je vais être honnête avec vous, je trouve cette explication un peu facile. Ah bon? Pourquoi? Est-ce qu'on doit vraiment croire que Wall Street ou la City à Londres hésitent uniquement à cause d'un séisme au Japon? Je veux dire, n'est-ce pas plutôt l'arbre qui cache la forêt de l'anxiété économique globale? C'est une excellente remise en question. Le séisme n'est pas la cause de la fragilité, c'est juste le révélateur. Le révélateur d'un système déjà malade, en gros. Exactement. Pour comprendre pourquoi les stocks futures, qui sont en gros des paris sur la valeur future des entreprises, pourquoi ils réagissent comme ça, il faut voir l'économie non pas comme un bloc solide, mais comme une immense tour de Jenga. J'aime bien cette image. Ouais, vous visualisez la tour Jen. Le Japon, c'est une pièce maîtresse située tout en bas de cette tour. On parle de semi-conducteurs, de pièces automobiles de très haute précision, de robotique industrielle. C'est pas rien, oui. Donc, un séisme de magnitude 7,5, avec une menace de méga-séisme par-dessus, ça signifie que des usines névralgiques ferment de façon préventive, ou pire, elles voient leur ligne de production désalignées au millimètre près, ce qui arrête tout. Donc, si on retire cette fameuse pièce japonaise de la tour de Jenga, toute la pression se redistribue brutalement sur les autres pièces. Et c'est ça qui fait peur au marché. C'est la mécanique même des chaînes d'approvisionnement en flux tendu. On n'a plus de stock, tout arrive à la minute près. Mais votre scepticisme pointe vers une faille encore plus profonde, qui est d'ailleurs mentionnée dans nos sources. Ah oui? Laquelle? Vous avez sûrement noté cette remarque de ce Premier ministre, Ah oui? dont le nom n'est d'ailleurs pas spécifié dans le bulletin, mais il parle publiquement des inquiétudes concernant la dépendance économique de son propre pays vis-à-vis des États-Unis. Il va jusqu'à qualifier ça de faiblesse nécessitant une correction urgente. Oui, j'allais justement y venir. C'est assez fort comme terme. Pourquoi parler d'une correction urgente précisément maintenant? Je veux dire, la dépendance de nombreuses économies envers le dollar ou même la consommation américaine, c'est pas nouveau. Non, ça fait des décennies. Alors, qu'est-ce qui transforme ce fait établi depuis toujours en une faiblesse critique nécessitant une action immédiate? La réponse, elle se trouve dans l'illusion de la stabilité. Pendant très longtemps, cette dépendance croisée, elle était vue comme une vraie force stabilisatrice. Le fameux doux commerce. C'est ça. Vous dépendez de mon marché, je dépends de votre dette, donc logiquement, nous ne nous ferons pas la guerre. C'était la théorie. Et la pratique? La réalité mécanique d'aujourd'hui, c'est que la dépendance envers une superpuissance, ça signifie importer directement son inflation, subir ses décisions sur les taux d'intérêt et s'exposer à sa politique commerciale qui peut être, disons, parfois imprévisible. Ouais, on l'a bien vu ces dernières années. Voilà, donc quand ce Premier ministre parle de faiblesse, en fait, il admet publiquement que l'architecture financière de sa nation n'a pas de pare-feu. Si l'économie américaine tousse ou décide de fermer ses portes pour des raisons de politique intérieure, son pays à lui risque l'asphyxie totale. Et pour continuer sur cette métaphore de l'asphyxie, si la dépendance économique, c'est le manque de pare-feu, l'accès à l'énergie, c'est l'oxygène lui-même, non? Absolument, on respire plus sans ça. Ce qui nous amène tout droit à la 3e section des rapports d'aujourd'hui. Et franchement, c'est sans doute la plus inflammable géopolitiquement parlant. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Exactement.
Nos sources rapportent que les forces américaines ont saisi un cargo iranien qui est accusé de contourner des restrictions dans un détroit critique. Et l'Iran, en retour, émet de sévères avertissements de représailles et refuse catégoriquement de s'asseoir à la table des prochaines discussions de paix. Ce qui bloque toute voie diplomatique. Complètement. Et la conséquence mathématique immédiate de ce bras de fer, elle est là. Le pétrole bondit et s'approche des 96 $ le baril. Il faut vraiment décortiquer la mécanique de ce détroit critique pour comprendre ce saut impressionnant vers les 96 $. C'est pas juste un passage sur l'eau. Pas du tout. Un détroit en géopolitique, c'est pas juste un raccourci sur une carte maritime. C'est un point d'étranglement structurel, ce qu'on appelle un choke point. D'accord. Les voies se rétrécissent à quelques kilomètres de large seulement, et c'est coincé entre des nations hostiles. Ouais, donc le moindre accrochage bloque tout. C'est ça. Il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence. Mais tout de même, je veux vous pousser un peu dans vos retranchements sur ce chiffre précis. Près de 96 $ le baril. Allez-y. Les forces américaines ont saisi un seul cargo iranien, un seul. Il passe des dizaines et des dizaines de supertankers par jour dans ces zones. Comment la saisie d'un seul navire, qui cherchait supposément à contourner des sanctions en plus, peut-elle mathématiquement justifier une telle flambée des prix à l'échelle mondiale? N'est-ce pas genre une surréaction totale du marché? Ça ressemble à une surréaction, c'est vrai, mais ça n'en est pas une si on comprend comment fonctionne le calcul du risque maritime. Ah, les assurances. Exactement. Le prix du pétrole que vous voyez à 96 $, il n'est pas basé sur le nombre de barils qui ont été concrètement perdus aujourd'hui. Il est basé sur l'algorithme des assurances maritimes de la Lloyd's de Londres et d'autres grands assureurs. D'accord. Mais pourquoi y paniquerait pour un seul bateau saisi par l'armée? Parce que nos sources soulignent un détail capital qu'il ne faut surtout pas rater, des appels de détresse ont été signalés par des pétroliers commerciaux dans la région. Ah, donc on parle de navires qui n'ont rien à voir avec l'armée américaine ou le gouvernement iranien. Des navires purement commerciaux. Tout à fait. Et au moment précis où un navire de la marine marchande lance un appel de détresse dans un détroit qui est déjà géopolitiquement tendu, les actuaires des compagnies d'assurance y paniquent. Ils font grimper les prix. En flèche, la prime d'assurance pour faire passer un supertanker rempli d'1 million de barils dans ce détroit précis, elle peut doubler, tripler, voire être totalement suspendue en l'espace de quelques heures. Et si un armateur ne peut plus assurer sa cargaison à un prix raisonnable, j'imagine qu'il ne fait plus passer son bateau. Voilà, vous avez tout compris, le navire est dérouté. Et ça veut dire qu'il doit faire un détour énorme de plusieurs milliers de kilomètres, contournant parfois un continent entier, ce qui ajoute des semaines de délai. Donc, la flambée à 96 $, c'est le marché qui anticipe ce délai énorme. Exactement. Si 20% de l'approvisionnement mondial accuse un retard de 2 semaines, les acheteurs se battent frénétiquement pour sécuriser les 80% restants, qui, eux, sont disponibles tout de suite. C'est la loi pure de l'offre et de la demande, déclenchée par un simple signal de détresse radio. C'est fou, non? C'est fascinant, parce que cela montre que l'arme géopolitique moderne par excellence, c'est pas nécessairement le missile ou le porte-avions. Non, c'est le taux d'assurance maritime. Ouais. Vous n'avez même pas besoin de couler un navire pour bloquer le monde, vous avez juste besoin de créer assez d'incertitudes pour que traverser devienne financièrement suicidaire. Et diplomatiquement parlant, c'est le point mort absolu. Ouais. Les sources notent que certains officiels essayent de pousser pour que des négociations secrètes aient lieu quelque part, on ne sait pas trop où, dans un endroit non précisé, mais avec l'Iran qui promet des représailles et qui boude les pourparlers officiels de paix, ces efforts de l'ombre semblent bien fragiles face à la réalité physique des navires de guerre sur l'eau. Le contraste est saisissant, c'est clair. Entre cette diplomatie de l'ombre qui est lente, incertaine, et l'instantanéité d'un blocage naval. La géopolitique se joue vraiment sur l'accès physique à l'or noir. Et ça boucle avec l'économie. Exactement. La nervosité qu'on a observée sur les marchés boursiers dans la section précédente, elle est intimement liée à ça. Vous ne pouvez pas faire tourner les usines japonaises, ni maintenir le mode de consommation américain, sans la garantie absolue de ce flux énergétique. Ce qui nous amène à la dernière partie de cette analyse du Florida Update, et c'est peut-être la section la plus étonnante, parce qu'elle nous fait changer brutalement d'échelle. Ouais, on redescend au niveau du sol. Voilà. On vient de parler de plaques tectoniques, de dépendance macroéconomique entre les États, de prix du baril de brut au Moyen-Orient. Et soudain, le bulletin d'information nous projette dans le quotidien le plus local, spécifiquement aux États-Unis. On y parle d'incidents tragiques locaux, notamment une série de fusillades qui font la une, et en même temps, de multiples régions sont frappées par de très violentes alertes météorologiques.
On passe du macro au micro. Quel est le fil conducteur ici? Pourquoi un rapport qui analyse le détroit stratégique iranien inclut-il des informations sur des fusillades et des orages? Parce que c'est le symptôme d'un système global sous tension continue. Et la population humaine, c'est le maillon final de cette longue chaîne. La question centrale ici, c'est celle de la charge cognitive. C'est-à-dire le poids mental de toutes ces infos. Exactement. Pensez au flux d'informations un peu comme un réseau électrique. Si vous envoyez trop de voltage, genre une menace nucléaire, une pandémie, un séisme, une crise énergétique, le tout en même temps, les disjoncteurs sautent. Ça fait court-circuit? Voilà. Les fusillades et la violence sociale, d'un point de vue purement analytique, dans le cadre de ces rapports, elles peuvent être interprétées comme des indicateurs de la température sociale. L'anxiété macroéconomique, du genre vais-je pouvoir payer mon essence demain ou l'économie va-t-elle s'effondrer, ça ruisselle dans le quotidien des individus. Et ça exacerbe les tensions locales. Mesure de la résilience psychologique. Si j'entends bien, le fait que la météo s'en mêle, en plus, ça ajoute une couche de chaos presque biblique au tableau, non? Je veux dire, vous êtes chez vous, vous vous inquiétez de l'inflation mondiale, de la sécurité de l'approvisionnement en pétrole, et par-dessus le marché, vous recevez une alerte sur votre téléphone disant qu'une tempête extrême va arracher votre toit. C'est l'essence même du monde interconnecté d'aujourd'hui. Les crises, elles font plus la queue poliment pour se présenter une par une. Elles se superposent toutes. Et ça devient ingérable. Totalement. La violence météorologique locale devient presque le miroir de l'instabilité géopolitique lointaine. Le sentiment de perte de contrôle est alors total pour le citoyen moyen. Le bulletin d'information ne rapporte plus seulement des faits isolés, il documente un vrai bruit de fond mondial assourdissant. Le bruit de fond de la fragilité. Écoutez, si on prend un peu de hauteur sur l'ensemble des dossiers qu'on vient de décortiquer, c'est impressionnant. Oui. D'un côté, on a cette réalité physique écrasante, la terre japonaise qui menace de libérer une énergie dévastatrice, ce qui force une gymnastique impossible entre la réponse immédiate et la prévention de l'apocalypse. De l'autre, on a l'ingénierie ultra complexe de nos économies, des dirigeants qui s'avouent vulnérables face à leur dépendance envers les États-Unis, des marchés tétanisés par l'effet domino d'une simple fermeture d'usine à cause d'un séisme. Et le pétrole au milieu de tout ça? Exactement. Au cœur de ce réacteur, il y a la ressource énergétique, où un jeu du chat et de la souris militaire dans un petit détroit fait s'emballer les algorithmes d'assurance et hop, propulse l'or noir vers les $100. Et pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, localement, le climat se déchaîne et le tissu social s'effiloche à coups de fusillades. C'est un puzzle où chaque pièce menace de faire basculer l'ensemble. C'est un résumé parfait. L'interconnexion n'est plus une théorie, c'est notre réalité opérationnelle de tous les jours. Et d'ailleurs, avant de clore cette exploration, j'aimerais soumettre à ceux qui nous écoutent une petite réflexion. Ah, je vous écoute. Une interrogation qui découle directement de la mécanique des faits qu'on a analysés aujourd'hui. En observant avec quelle facilité un détroit marin peut étrangler l'économie mondiale, ou comment une secousse tectonique peut menacer de figer toute la production technologique globale, il faut se poser une question fondamentale. Laquelle? C'est pourrait-il que nos systèmes modernes, que ce soit nos chaînes d'approvisionnement mondialisées ou notre réseau d'énergie en flux tendu, aient été architecturés avec une obsession unique pour l'efficacité et la rentabilité en temps de paix, en sacrifiant de manière catastrophique la résilience qui nous est pourtant indispensable en temps de crise? Waouh! Une réflexion vertigineuse pour notre public, ça c'est sûr. Avons-nous délibérément supprimé les pare-feux de notre monde juste pour aller un tout petit peu plus vite? C'est la vraie question. C'est sur cette idée qu'on va vous laisser. Un immense merci à notre audience d'avoir pris le temps de plonger dans cette complexité avec nous aujourd'hui. Gardez bien à l'esprit que face à ce déluge d'informations, la curiosité et l'esprit critique sont vraiment vos seules véritables boussoles. Ne vous arrêtez pas aux gros titres. Exactement. Cherchez toujours à comprendre les rouages invisibles. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle analyse de nos sources. Prenez soin de vous.